Une femme est morte dans une fusillade. Son mari est assis à l'arrière d'une voiture de police. Il ne sait pas encore qu'elle est morte. Et l'homme qui a tiré la balle fatale, il est libre, sans charge. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que les caméras de surveillance ont capturé cette nuit-là va complètement changer votre perception de qui est la vraie victime dans cette histoire. Matthew et Kimberly Mollicone, multimillionnaires, propriétaires d'une entreprise qui génère plusieurs millions de dollars par an. Un manoir de 700 mètres carrés, 3 enfants adolescents, une vie parfaite en apparence. Mais derrière ces murs, un secret enfoui depuis 9 ans et demi. Kimberly avait une liaison. Matthew l'avait découvert 6 ans plus tôt. Elle avait promis que c'était fini. Il l'avait cru. Jusqu'au jour où il découvre que non seulement la liaison n'avait jamais cessé, mais que Kimberly avait transféré 60 000 $ des fonds de leur entreprise sur les comptes de son amant. Ce soir-là, ils descendent dans le sous-sol. Ils boivent, ils consomment, et la dispute éclate. À 21h20, ils montent dans leur Jeep blanche. Matthew a une arme sur lui et une autre accessible dans la voiture. Ils roulent vers la maison de l'amant. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Daniel Gayan, 38 ans, finit tranquillement un barbecue avec sa fiancée enceinte, ses parents à côté, les enfants de sa sœur qui jouent dehors. Il n'a aucune idée de ce qui arrive. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche parce que chaque semaine, nous décortiquons les dossiers criminels les plus choquants de la chronique américaine. La Jeep blanche s'arrête dans l'allée de Daniel. Matthew sort, les mains en l'air selon lui. Daniel sort du garage, un coup de feu part, puis un autre, puis plusieurs. Et quelque part dans cette fusillade, une balle touche Kimberly, au cou. Les agents arrivent en quelques minutes. Ils trouvent Matthew à couvert derrière une voiture en feu, qui crie « Aidez ma femme, elle ne mérite pas ça, faites quelque chose ». Les agents se précipitent vers la Jeep. Kimberly est inconsciente, blessure au cou. Chaque seconde compte. Et dans la maison de Daniel, les agents croient avoir affaire à un tireur actif retranché. Ils ne savent pas encore que Daniel est à terre, blessé par 2 balles. Sa fiancée en train d'essayer d'arrêter le saignement. Ses parents âgés sortent de la maison en levant les mains. Sa sœur et ses enfants courent dehors sous les ordres du SWAT. Et au milieu de tout ça, une ambulance emporte Kimberly, inconsciente. Les ambulanciers font tout ce qu'ils peuvent, mais quelques minutes plus tard, la conclusion tombe. Elle est morte. Matthew ne le sait pas encore. Il est dans une voiture de police. Il demande à chaque agent qui passe « Est-ce qu'elle va bien ? Quelqu'un peut me dire si elle va bien ?» Et personne ne répond. Les enquêteurs arrivent sur la scène. Et immédiatement, quelque chose ne s'additionne pas. Ils commencent par interroger Elona, la fiancée de Daniel. Elle dit qu'elle entendait des coups de feu et ne comprenait pas ce qui se passait. Puis elle dit quelque chose d'étrange. « Je savais qu'il avait eu une histoire avec une femme, mais pour autant que je sache, c'était fini. » Les détectives échangent un regard. Elle ne sait pas que la liaison n'était pas finie. Ensuite, vient Gabriella, la sœur de Daniel. Elle dit que Matthew était comme un fou furieux, qu'il brandissait son arme en marchant, que son frère a tiré un coup en l'air pour l'avertir, et que c'est Matthew qui a déclenché tout ça. 2 femmes, 2 versions qui se rejoignent sur un point. Daniel était chez lui, tranquillement, et Matthew est arrivé armé. Mais voici ce que personne ne dit encore clairement. Qui a tiré la balle qui a tué Kimberly? 6 heures après la fusillade. Daniel arrive en fauteuil roulant dans la salle d'interrogatoire. 2 blessures par balle. Une au-dessus du genou droit. Une au pied. Il dit qu'il ne savait pas qui était dans la Jeep, qu'un inconnu est arrivé en brandissant une arme,
qu'il a tiré un coup en l'air pour l'avertir, que Matthew a ouvert le feu, qu'il a couru pour sa vie, qu'il est rentré prendre une deuxième arme dans le garage et que tout s'est passé si vite qu'il ne se souvient plus de rien. Puis, le détective Frazier pose la question directe. « Votre ex, Kim, vous la connaissiez vraiment bien, n'est-ce pas ?» Et là, Daniel change légèrement. Il admet qu'il la connaissait, qu'il avait eu des relations avec elle, mais que c'était il y a 2 ans, qu'il avait tourné la page, qu'il allait avoir un enfant avec sa fiancée, qu'il ne comprenait pas pourquoi cette histoire revenait maintenant. Puis Frazier dit quelque chose de calme. Tout est sur les caméras de surveillance. Et Daniel change encore. Il hésite. Il dit qu'il veut un avocat avant de parler des caméras. Et l'entretien se termine. Les détectives sont maintenant certains d'une chose. Il y a quelque chose sur ces images que Daniel ne veut pas qu'il voie. Le lendemain matin, Matthew est toujours en garde à vue. On lui enlève les menottes. Un agent entre dans la pièce et lui dit ce que personne n'avait osé lui dire depuis des heures. Elle n'a pas survécu. Matthew s'effondre, pleure, crie. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ensuite, quelques minutes plus tard, il reprend ses esprits, complètement, et commence à donner sa version des faits. Il dit que c'est Daniel qui est sorti armé le premier, que lui avait les mains en l'air, que son arme était dissimulée et invisible, qu'il n'a tiré qu'en réponse, que Kimberly était dans la voiture et essayait de partir, que la voiture s'est bloquée et que Daniel continuait à tirer. Mais quelque chose ne colle pas dans son récit, quand il reconstitue la scène et lève les mains pour montrer sa position. Le détective peut clairement voir que son arme aurait été parfaitement visible, et Matthew ne remarque pas qu'il vient de se contredire. Et c'est à ce moment précis que les images de surveillance arrivent. Daniel a finalement accepté de les remettre, par culpabilité, ou par confiance qu'elles vont le disculper, ou les deux. Les détectives commencent à regarder les images, et ce qu'ils voient change tout. La Jeep s'arrête dans l'allée. Matthew sort, et il ne marche pas avec les mains en l'air. Il marche vers le garage de façon agressive. Daniel tire un coup en l'air, comme avertissement, exactement comme il l'avait dit. Mais ensuite, Matthew sort son arme et ouvre le feu. Dans les tirs croisés qui suivent, une balle touche Kimberly, et 7 balles. Elle venait du pistolet de Daniel, pas de celui de Matthew. Voilà le paradoxe de cette affaire. Matthew était l'agresseur. Il est arrivé armé, drogué, ivre, dans la propriété d'un autre homme, et pourtant, c'est la balle de Daniel qui a tué sa femme. Les procureurs passent des semaines à débattre. Qui inculper? Et comment? Et en vertu de la loi du Michigan. Leur conclusion est claire. Même si Daniel a tiré la balle fatale, c'est Matthew qui a créé la situation. Matthew qui a conduit là-bas armé. Matthew qui a ouvert le feu en premier. Et donc, c'est Matthew qui porte la responsabilité légale de la mort de Kimberly. Il est inculpé de tentative de meurtre sur Daniel, d'homicide volontaire pour la mort de Kimberly et de plusieurs chefs d'accusation liés aux armes à feu. En mai 2024, le procès commence. 8 jours. Le jury rejette la légitime défense. Matthew est reconnu coupable. 40 ans maximum. Libération conditionnelle possible après 18 ans. Et Daniel Jeyan, l'homme dont la balle a tué Kimberly, est libéré, sans charge. Et voici la question que cette affaire pose et à laquelle personne n'a vraiment répondu. Kimberly était dans cette voiture. Elle savait où ils allaient. Elle savait que Matthew était armé. Elle savait que Daniel était là-bas avec sa fiancée, enceinte. Et selon plusieurs témoins, Matthew avait un passé de violence conjugale. Ce qui soulève une question troublante. Est-ce que Kimberly voulait vraiment aller là-bas ce soir? Ou est-ce qu'elle n'avait pas vraiment le choix? Dites-nous dans les commentaires
ce que vous en pensez.